Oui, bonjour tout le monde. Donc, on va attendre encore 2-3 petites minutes pour laisser le temps aux gens de se connecter avant de débuter. Mais on devrait démarrer sous peu. Bonjour à tous. Oui, donc bonsoir tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Guillaume Rousseau et avant de débuter, je tiens à préciser que je ne suis pas un employé de la ville, ni de l'arrondissement, ni de la firme Rousseau-Lefebvre, mais plutôt un citoyen de Montréal à qui on a demandé d'animer la séance de ce soir. Donc, j'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long des 90 prochaines minutes. Donc, merci d'être présent à cette séance d'information et d'échange portant sur le plan directeur tram verte et bleue de l'arrondissement de Verdun. Donc, les objectifs de la soirée sont de présenter le plan tram verte et bleue qui est avancé à 75 et de recueillir vos commentaires et répondre à vos questions. Donc, le plan pourra par la suite être bonifié en tenant compte de l'ensemble des commentaires reçus. La séance d'information est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube de l'arrondissement de Verdun dans quelques jours. La documentation sur ce projet sera également disponible sur le site Internet de l'arrondissement dans les prochains jours.
J'aimerais maintenant souligner la présence parmi nous de la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Mme Marie-André Mauger. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que des conseillers et conseillères Véronique Tremblay. Mme Véronique Tremblay. Mme Céline Audrey-Beauregard. Bonsoir tout le monde. Et de M. Benoît Gratton. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Donc, j'aimerais saluer également M. Jean Cardin, chef de division à l'arrondissement de Verdun, à la direction du développement du territoire et des études techniques. Donc, M. Cardin pourra être disponible pour répondre à certaines questions. Bonsoir. Également, désolé d'avoir été trop vite. Donc, également, M. Daniel Lefebvre, associé fondateur de la firme spécialisée en aménagement et en environnement Rousseau Lefebvre, qui a reçu le mandat de l'arrondissement de travailler sur le plan avec son équipe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. M. Lefebvre est accompagné de M. Philippe Binette et de Mme Noël Madrona. Bonsoir. 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 Donc, permettez-moi maintenant de présenter le déroulement de la soirée. Comme vous le verrez, il est très simple. Donc, Mme la mairesse Marie-André Mauger vous souhaitera la bienvenue. Ensuite, M. Daniel Lefebvre présentera le plan directeur trame verte et bleue. Et finalement, nous aurons une période d'échange de commentaires et de questions. Ce sera l'occasion de vous entendre. D'ici là, nous vous demandons de garder les micros fermés, d'écouter et de conserver vos questions et commentaires pour la fin. Je vous expliquerai à ce moment-là les façons de prendre la parole. Vous verrez, ça va être très simple. Finalement, après la période d'échange, la mairesse, la conseillère, excusez-moi, Mme Céline Audrey-Beauregard vous adressera le mot de la fin. Donc, ceci met fin à mon introduction. Donc, j'invite maintenant la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Mme Marie-André Mauger, à prendre la parole. Merci beaucoup, Guillaume. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là pour cette soirée en virtuel. On est content, il y a une très, très belle participation. Je veux aussi souligner la présence de plusieurs membres de l'arrondissement. On a souligné les membres du conseil, mais j'ai envie quand même de reconnaître la présence de Annick Duchesne, qui est notre directrice d'arrondissement, Daniel Potvin, qui est le directeur du développement du territoire et études techniques, donc la direction sous laquelle s'est élaboré ce plan-là avec Jean Cardin, Julie Mahoney qui nous a quittés, Dominique Collin qui pilote ça, je vois Martin Roberge, directeur des travaux publics, plusieurs membres de l'équipe des communications, de l'équipe de culture, sport, loisirs, développement social. Donc, pour moi, ça témoigne de l'engagement de toutes les unités administratives de l'arrondissement de Verdun. Donc, je trouve ça vraiment chouette et je vous remercie d'être là. Ben, justement, au fil, je pense qu'il y a un micro d'ouvert parmi nos nouveaux participants. Donc, ça a été donc un travail où on a mis à contribution les services de l'arrondissement dans les derniers mois pour justement qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on veut pour nos espaces verts, nos espaces bleus. Puis l'arrondissement a aussi donné un mandat à la firme Rousseau-Lefebvre pour nous accompagner dans cette démarche-là. Donc, Rousseau-Lefebvre a coordonné l'ensemble du projet, a fait un diagnostic, un portrait de nos espaces verts, nos espaces bleus et nous a guidés dans l'élaboration de certains principes directeurs pour nous aider à bien planifier nos aménagements futurs. Donc, ce soir, ce qu'on va vous présenter, c'est un plan ce qu'on appelle un plan directeur. Donc, c'est quand même à assez haut niveau. C'est un document qui va guider des projets qui sont déjà sur la table aujourd'hui, mais d'autres qui pourraient naître dans les prochaines années. Donc, on se donne vraiment des principes directeurs pour l'aménagement de notre territoire de Verdun, donc notamment pour ce qui est de la conservation, de l'aménagement, du développement de nos parcs et de nos berges, aussi des principes directeurs pour ce qui est du verdissement, de la biodiversité, de la connectivité entre nos différents espaces et aussi pour ce qui est de l'accès à l'eau, parce que Verdun, on est un arrondissement riverain, on a des berges publiques, c'est un joyau. Mais j'ai bien nommé aussi notre défi de conservation au début. Donc c'est ça, toutes ces actions-là vont nous permettre aussi on va avoir des co-bénéfices par rapport à notre qualité de vie, à la lutte aux îlots de chaleur, à rendre notre territoire plus résilient aussi face aux aléas climatiques. Donc, Guillaume a mentionné un peu plus tôt, c'est un plan qui est avancé à 75 %. Donc, tout n'est pas... il n'est pas pour adoption au prochain conseil d'arrondissement. On a encore un peu de temps pour recueillir les commentaires,
les analyser et les intégrer dans ce qui deviendra la version finale. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Nous sommes à votre écoute. C'est le début de la conversation sur notre plan Trame verte et bleue, qui est une toute première action à l'arrondissement de Verdun. On n'a jamais eu une telle planification sur nos espaces verts et nos espaces bleus. Alors voilà, je vous redonne la parole, Guillaume. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Nous allons maintenant passer à la présentation du plan qui durera autour de 20 à 25 minutes. Donc, je vous demande de garder les questions pour la fin. Donc, j'invite donc M. Daniel Lefebvre de la firme Rousseau-Lefebvre à prendre la parole. Alors, rebonsoir tout le monde. Bienvenue à cette présentation. Je vais essayer de vous partager le document. Attendez, je vais vous le... Je partage ça. C'est bon. Bon, ben, bienvenue à la présentation. Vous voyez mon écran, j'espère. C'est pas la première fois qu'on fait une trame verte et bleue. Je pense que c'est la première fois qu'on a autant de plaisir à le faire. Je dirais qu'on a eu une collaboration de tous les gens qui travaillent sur le territoire. On a rencontré tous les intervenants. Tout le monde avait quelque chose à dire, s'intéresser à ce qui se passe dans l'avenir. Donc, c'est très motivant pour cette présentation-là. On va vous présenter notre trame verte et bleue. Mon écran est jamais, juste pour nous... OK. On va vous présenter d'abord ce que c'est une trame verte et bleue. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va avoir une stratégie environnementale puis prendre soin de nos espaces verts et nos espaces bleus. Avec les changements climatiques, avec ce qui nous attend dans le futur, on veut rendre l'arrondissement plus résilient, diminuer les îlots de chaleur. On veut participer à la protection des milieux naturels et les corridors de biodiversité. C'est quelque chose qui se fait à l'échelle de toute l'île de Montréal en ce moment. Prioriser une gestion durable des eaux pluviales, ce qui est notre spécialité à nous. Assurer la qualité de vie de la population, puis léguer des quartiers durables aux prochaines générations. Comment on veut faire ça? Ça passe par un maillage structurant entre les différents espaces verts et bleus, qui va ressembler un peu à ça, c'est-à-dire qu'on va mettre en valeur les pôles principaux que vous avez déjà, les espaces verts qui existent, on va les bonifier, puis après ça, on va essayer de les relier ensemble pour que tout ce corridor-là puisse fonctionner à l'échelle de l'arrondissement. C'est quoi une trame verte et bleue? On va valoriser évidemment les parcs et les espaces verts, la protection des milieux naturels, la préservation et la restauration des continuités écologiques. C'est une trame dans cet esprit-là. La gestion des eaux pluviales, à même les rues, les parcs et les espaces verts, avec tous les problèmes d'inondation qu'on s'attend d'avoir dans le futur. Le verdissement et la diminution des eaux de chaleur, le renforcement de l'offre récréative et le rayonnement de l'arrondissement. C'est juste avec la plage de Verdun commence à attirer l'attention du reste du Québec. La participation à la valorisation, la cohésion et l'unicité des quartiers de Verdun pour que ça puisse servir à tous les quartiers, puis la connexion entre ces différents quartiers-là et les espaces verts et même tout le reste de la ville. Comment on va se déployer? Bien, ça, c'est une des choses qui est importante, c'est qu'on veut pas, on n'arrive pas ici avec un nouveau projet où on va partir de zéro. On veut s'intégrer à ce qui est déjà prévu dans la planification au niveau des infrastructures et des aménagements. Ça veut dire qu'on utilise, on repositionne un peu les différents aménagements qui vont se faire dans le futur. Évidemment, une trame verte et bleue, ça ne se fait pas en 2 jours, en 1 année, en 2 années. C'est quelque chose qui se fait sur 10 ans ou sur 20 ans. Donc, c'est une vision du futur de où on va aller. Ça doit se faire en utilisant les ressources qui sont disponibles, mais en transformant les façons de faire. Ça veut peut-être dire qu'on va adapter certaines pratiques d'entretien pour favoriser la biodiversité. Peut-être qu'on va tondre moins de gazon pour avoir des approches différentes au niveau de l'entretien pour certains secteurs. Tout ça, ça va se faire en considérant la capacité qu'on a, la capacité qu'a l'arrondissement en ressources humaines, techniques et financières. Puis, la dernière chose, et non la moindre, c'est qu'on va vous solliciter parce que des plans à cette échelle-là qui visent de transformer complètement l'arrondissement, ça demande l'implication des citoyens. Puis c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, qu'on puisse voir avec vous comment on peut travailler ensemble. Fait qu'à terme, la trame verte, ça va être la résultante de toutes ces actions-là qui vont être faites
certaines par les citoyens, certaines par l'arrondissement, dans des transformations. Ça va permettre l'amélioration de la qualité de vie des résidents, puis avoir un milieu urbain qui est plus résilient, en fait, à nos changements climatiques qui s'en viennent. Déjà, ça s'inscrit, l'arrondissement avait déjà plusieurs planifications, là, que ce soit le plan de développement stratégique, le plan de conservation, de restauration de la bande riveraine. On est déjà dans cette dynamique-là. Mais on s'inscrit encore à plus large dans le plan stratégique de Montréal 2030, le plan climat, le plan nature et sport, les engagements de Montréal à la COP 15 puis à des déclarations C40 pour la nature urbaine. Donc, on est complètement dans cette logique-là. On est peut-être dans les arrondissements les premiers à travailler dans l'esprit d'avoir une trame parce que ce n'est pas tous les arrondissements qui ont ça. Donc, on est innovant à ce niveau-là. Puis, on s'inscrit, mais c'est quand même, on s'inscrit dans le grand portrait de la communauté métropolitaine de Montréal, où il y a le plan Archipel, puis il y a une trame verte et bleue qui a été planifiée mais à une autre échelle que ce qu'on peut planifier de façon locale. Donc, on va séparer ça en 4 morceaux. Ben, en 4 morceaux, en fait, là, très simplement. Il n'en apparaîtra pas un. Le premier, c'est le portrait. Ensuite, on va parler des principes directeurs. En troisième lieu, on va se faire une synthèse de tous ces éléments-là une fois qu'on les a connectés ensemble. Puis, on voulait vous montrer en dernier un exemple de projet de comment ça peut se développer à travers le territoire. Quand on fait un portrait de l'arrondissement, on ne peut pas ne pas penser à son caractère historique. C'était un lieu important pour les Premières Nations qui a été repris par les explorateurs français. Donc, on va mettre en valeur l'importance historique du territoire. Évidemment, si on a parlé de lieux de portage ici, puis les Autochtones, puis les Premières Nations, le côté où quand il n'y a pas juste des avantages en fait à être au bord de l'eau, il y a certains éléments que l'arrondissement a toujours été obligé de vivre avec jusqu'à un certain point. En développant des rues en rapprochant les rues du bord de l'eau, évidemment, ça a créé des sites qui étaient plus propices aux inondations printanières. Ça a obligé à créer des endiguements dès 1895. Vous connaissez tous le Boardwalk qui est au bord de l'eau, qui est sur une de ces digues-là. Donc, on a toujours été un lien amour-haine avec l'eau. Puis l'île des Sœurs, on ne peut pas dire que c'est une île a priori, donc elle a un lien très étroit avec l'eau aussi. Et son développement a été un peu retardé jusqu'à l'arrivée du pont Champlain. Donc, on va vouloir une gestion des eaux pluviales. On veut participer à améliorer cette gestion-là. Qui dit être sur le bord de l'eau dit Remblai. On sait qu'aujourd'hui, on est très attentif à nos berges et à nos milieux naturels, mais quand on remonte en arrière, ce n'était pas le cas. Donc, si vous voyez la ligne bleue qui était la première dans la diapo de gauche en 1947, qui était la berge originale, l'ampleur des remblais qui ont été faites, c'est assez important. Donc, ces remblais-là, c'est des remblais anthropiques. On va en 62. Si on le voit sur la diapo suivante, la quantité de mètres carrés de remblais, ça a fait que finalement, les quartiers se sont trouvés un peu plus éloignés par rapport à l'eau. On va vouloir retrouver ce lien-là avec l'eau, le faciliter, excusez-moi. Et la conséquence positive de ça, c'est que l'ensemble, vos liens, vos espaces verts les plus structurants, en fait, ils sont liés à l'eau de façon générale, puis ils sont publics parce que ces espaces-là, ces remblais-là qui ont été faits, la majorité se sont transformés en parcs. D'ailleurs, il y a eu un sondage qui a été réalisé juste avant la trame verte et bleue qui nous indique l'importance, en fait, tout le monde accorde l'importance aux percées visuelles qui sont sur le fleuve, dont le contact que les gens ont avec l'eau. Donc, on va essayer dans notre projet de mettre en valeur ces parcs riverains-là, puis la protection de la biodiversité dans ces secteurs-là. Les espaces bleus qui existent, vous les connaissez, le canal de l'Aqueduc qui est en haut du plan, qui est très peu visible, mais qui est très présent quand même, qui vient se continuer jusque dans la rivière Saint-Pierre, qui est aujourd'hui remblayée, le bassin de la Prairie, qui est en lien avec les rapides, le chenal et le fleuve Saint-Laurent.
Donc, vous êtes toujours, là, quand vous regardez l'ensemble de l'arrondissement, presque tout le monde est en contact avec l'eau, à quelques minutes de l'eau, à partir de sa résidence, ce qui est quand même assez unique sur l'île de Montréal. Moi, j'habite dans Maisonneuve, pas dans Hochelaga, Maisonneuve, c'est le port de Montréal, ça fait une barrière avec le fleuve. Vous avez des espaces publics qui vous donnent directement sur l'eau la majorité du temps. Comme je disais, il y a toujours un revers à ça. Vous êtes un des arrondissements les plus bas, donc vous recevez l'eau des autres. Vous avez des problèmes d'inondation potentielle. La configuration en cuvette là, du quartier Wellington de l'Église fait en sorte qu'il y a beaucoup d'eau qui peut s'accumuler là, puis il y a des risques de débordement. L'arrondissement fait des efforts importants dans la gestion de ces égouts, dans la transformation de tout ça. Mais pourquoi, dans le cadre d'un projet comme celui-là, on ne ferait pas une gestion des eaux pluviales qui ferait en sorte qu'on essaierait que chaque goutte d'eau qui tombe sur chaque rue, en fait, on essaie de la récupérer aussitôt qu'elle tombe, de ne pas l'amener dans un égout, mais qu'elle puisse s'infiltrer dans le sol directement. Notre portrait des espaces verts. Vous avez 180 hectares d'espaces verts municipaux, ce qui représente 18,9 % du territoire. Puis, si on ajoute à ça, vous avez des grands espaces privés et institutionnels comme l'Institut Douglas ou le Golfe. Ça nous fait un portrait assez intéressant de la quantité d'espaces verts qu'on a. Comme on le disait, ces espaces verts-là, les plus structurants, en fait, les plus intéressants, sont en contact avec l'eau. Vous les connaissez, on a mis des chiffres là pour les identifier. Le parc linéaire de l'Aqueduc en 1, le Grand Parc riverain qui comprend plusieurs parcs en 2, les parcs qui ceinturent l'île des Sœurs, le domaine Saint-Paul et le parc La Coursière. Ça, c'est 88 % de vos espaces verts qui sont en contact avec l'eau, ce qui n'est pas rien. Là. Ces espaces-là sont assez... je dirais qu'ils sont très, très populaires jusqu'à un certain point. Ils sont faits de remblais, donc ils sont susceptibles de subir beaucoup d'érosion. Le fait qu'ils sont en remblais aussi sont plus sensibles à avoir des espèces envahissantes qui s'installent sur les sites. Donc, on va vouloir travailler sur ces parcs riverains-là, concilier en fait leur popularité, fait que concilier la protection des berges, puis continuer de les rendre accessibles au public. Puis peut-être, étant donné qu'on a quelque chose d'assez homogène sur l'ensemble du territoire, varier le type d'aménagement pour dynamiser les parcours, dynamiser les espaces qu'on va rencontrer. Le reste de vos parcs, qui sont en milieu plus urbanisé, ça représente 12 % des espaces verts, 22 hectares. Vous le voyez sur le plan, c'est assez facile à voir comment vous êtes dense et qu'il y a beaucoup, beaucoup de construction, beaucoup de minéralisation finalement sur le territoire. Donc, évidemment, notre objectif dans le milieu urbanisé, ça va être d'accroître la superficie verte le plus possible, puis de créer des parcours verts qui nous amènent vers les grands espaces plus structurants. Ce qu'on a découvert en regardant la carte du territoire, c'est que finalement, tous vos grands pôles d'intérêt, que ce soit qu'on pense à la bibliothèque, la mairie, le centre communautaire, les serres municipales, la piste de danse, ils sont tous liés à un espace vert déjà. Ça fait qu'on va se rappeler ça dans le cadre de la trame verte et bleue. On va essayer de bonifier ces pôles-là pour que ça vienne structurer l'espace, qu'on puisse utiliser ces grands pôles-là pour les verdir, pour que ça devienne des catalyseurs pour la création de la trame à travers l'ensemble du territoire. Quand on arrive, on a fait quand même l'exercice pour le milieu urbain de regarder vos parcs. Est-ce qu'ils sont très accessibles? Est-ce que vous en avez suffisamment? La bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà à 15 minutes ou à 500 mètres d'un espace vert ou bleu, tout le monde. Donc, ça répond à l'objectif de la déclaration C40 que la Ville s'était engagée à faire. Donc, on a déjà atteint cet objectif-là. Fait qu'on n'est pas en train de chercher comment on pourrait rajouter des espaces verts. On veut juste bonifier votre territoire parce que vous avez déjà un arrondissement où tout ça, ça existe déjà. Donc, mais on peut voir qu'il y a des espaces où il y en a quand même moins, où la répartition est quand même inégale. Vos grands plateaux sportifs sont plus en dehors des zones urbaines. Donc, on va essayer à l'intérieur des zones plus urbanisées de maximiser la quantité d'espace vert. Si on passe aux îlots de chaleur, ça aussi, dans le portrait, c'est facile quand on lit la carte. Vous voyez bien qu'en rouge, c'est les espaces verts où c'est le plus
ou pas les espaces verts, mais les quartiers où il y a le moins de verdissement, fait que ça compte des marchés Crawford puis Wellington de l'Église, puis la pointe nord de l'île des Sœurs. C'est les endroits où, effectivement, on va essayer de planter plus. Vous voyez que tout le territoire de l'île des Sœurs est en jaune, donc un verdissement qui est assez intéressant. C'est comme une petite pointe ici. Puis c'est là où on le voit quand on voit sur le satellite là, les grands espaces verts, à quel point ça crée des îlots de fraîcheur. Bien, au bas de la carte, on voit le parc Ingrignon, l'Institut Douglas et le golfe. Comment ça peut être un grand espace vert très, ou un îlot de fraîcheur, en fait. Fait qu'on va travailler fort sur les endroits qui sont les plus rouges. Ça donne bien parce que quand vous avez fait un sondage, vous avez participé à un sondage où 92% de la population était en faveur de déminéraliser pour faire de la plantation, 96% souhaitaient qu'il y ait de la plantation d'arbres, 86% des gens souhaitaient l'aménagement des ruelles, puis 90% des saillies végétalisées. Donc, c'est toutes des techniques qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre des aménagements futurs pour changer nos façons de faire, pour arriver à avoir des espaces plus verts. Quel principe on va mettre de l'avant pour réaliser ça? D'abord, ce qu'on veut faire, c'est consolider ce qu'on a déjà. Fait que, si je vous le lis simplement ici, là, protéger et restaurer tout en maintenant certains accès aux berges, aménager des milieux naturels qui favorisent la biodiversité, puis structurer et faciliter les accès aux espaces verts et aux berges. Je vais reprendre ces 3 points-là un après l'autre pour qu'on regarde un peu qu'est-ce que ça peut donner. Bon, protéger, restaurer et rendre accessibles les berges. On veut requalifier les accès aux berges, c'est-à-dire que vous avez un accès qui est assez uniforme sur l'ensemble des berges, des endroits où c'est très érodé. On a essayé d'identifier quels endroits ça serait on voit un petit peu sur le plan bleu, là, les accès à l'eau qui seraient privilégiés, mais qui vont continuer d'évoluer avec le temps. L'arrondissement va continuer de développer ces éléments-là. Favoriser une visibilité sur le fleuve, une visibilité sur l'eau. Donc, ça veut dire que ces grands endroits, ces grands accès-là, en fait, on ne va pas nuire, en fait, à la visibilité qu'on a sur l'eau parce qu'on sait que c'est très important pour tout le monde. Puis, on va vouloir créer certains endroits plus apaisés qui sont en contact avec l'eau. Comment on veut, notre deuxième point, c'est aménager des milieux naturels. Bon, ben, aménager des milieux, ça peut se faire de différentes façons. Là. Ça peut se faire par le biais de prés fleuris, d'aménagement naturalisé, un peu comme vous avez un peu à proximité du canal de l'Aqueduc, qui n'est pas nécessairement juste d'arrêter de tondre, mais de créer des aménagements avec une certaine biodiversité à travers ça. Si on veut plus de biodiversité encore, on peut penser à créer des mini-forêts, des friches urbaines, dans certains secteurs, puis à terme d'avoir des vrais sous-bois qui sont représentatifs des milieux naturels de la région pour attirer évidemment la faune et la flore. On a dit qu'on voulait des accès, on voulait faciliter les accès aux berges, on veut structurer des espaces à partir du milieu urbain, comment les rendre sécuritaires pour se rendre jusqu'à l'eau, puis à quels endroits c'est important, réfléchir aux endroits où c'est important d'accéder à l'eau, alors que d'autres endroits, c'est juste des vues sur l'eau qu'on veut avoir, donc de structurer nos aménagements en fonction de ça. Notre deuxième point, convertir les espaces. Une fois qu'on a consolidé ce qu'on avait là, où on va aller chercher du vert de plus. Donc, pour faire ça, on va essayer on va affirmer en fait les noyaux de verdissement qu'on a déjà localisés en milieu urbanisé, puis déminéraliser le milieu construit. Nos pôles. Si on veut créer du verdissement, on a dit qu'on avait des pôles qui étaient déjà intéressants, on les a tous identifiés. Des pôles institutionnels, des pôles d'activité ou des pôles d'intérêt, donc le parc de la Reine-Élisabeth, la bibliothèque Jacqueline de Repentigny, les écoles primaires de la rue Verdun en 3, la mairie d'arrondissement, l'intersection Wellington-LaSalle, le centre communautaire en 6, l'auditorium et la plage, puis le secteur du REM qui va venir. Si on voit ça dans un esprit de créer une trame verte et bleue, puis de créer des pôles, on voudrait que tous ces pôles-là, on améliore la qualité de ces espaces-là, on les rend plus verts, on les verdit, de façon à ce que ça devienne des catalyseurs pour l'ensemble des rues qui se trouvent à proximité de ces pôles-là.
Évidemment, ça va passer par certains aménagements, par une déminéralisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer du béton par des plantations. On ne parle pas ici nécessairement de planter du gazon, si on parle de biodiversité dans l'esprit de corridor vert, donc d'essayer d'avoir une biodiversité plus intéressante. Vous avez déjà des espaces, mais un peu dans cet esprit-là d'aller chercher des prés fleuris, les endroits qui ne sont pas utilisés, est-ce qu'on peut les transformer en autre chose? C'est le parcours Coin à Onsic, puis il y a un autre stationnement sur lequel on a travaillé à Boucherville, où on a des stationnements incitatifs, où on récupère l'eau par du pavé perméable, par de la biorétention, de la plantation d'arbres pour réussir à travailler sur faire un îlot de fraîcheur en même temps. Une fois qu'on a consolidé ce qu'on avait, qu'on a converti certains espaces, bien là, on a suffisamment de matière pour penser à les connecter ensemble. Fait que ça va être ça qui va être notre trame. Fait qu'on va vouloir créer des liens entre les différents pôles, puis même se connecter à la trame à l'échelle de l'île de Montréal en même temps. Fait que ces liens-là, ils vont passer par les rues et les ruelles, évidemment. On veut pas, ça ne passe pas par les terrains des gens, ça passe par le domaine public avant tout. Fait qu'on veut assurer une continuité des aménagements puis de la gestion des eaux pluviales dans ces axes-là, puis contrer les îlots de chaleur, évidemment, puis offrir des parcours de qualité pour se rendre d'une berge à l'autre, considérant que vous n'êtes pas loin et que tout le monde peut aller dans les grands parcs riverains. Quand on parle des ruelles, bien, on va favoriser des ruelles en Z, on va le regarder un peu plus tard, assurer la sécurité puis déminéraliser l'ensemble des ruelles en fonctionnant par quadrilatère. Qu'est-ce que ça peut ressembler? Bien, on a des exemples ici de transport de l'eau, des endroits où, c'est sûr que celui de ça est à Paso-Robles, mais celui de droite, là, qui est sur Papineau, c'est un projet sur lequel on est intervenu, où on gère les eaux pluviales jusqu'à 50 ans, dans ce cas-là, je pense. On peut avoir des aménagements où, quand il n'y a pas d'eau, ça va créer des plates-bandes humides, des milieux de biodiversité intéressants pour tout le monde. On peut avoir ça à l'échelle d'un parc, d'un mini-parc, d'une ruelle. Toujours dans l'esprit que ces grands liens verts-là, on parle de corridor. Donc, on veut absolument qu'il y ait une connexion d'un bout à l'autre. Quand on a l'espace, on peut dire que cette connexion-là peut se faire par le biais d'une zone de biorétention. On peut planter un arbre, on peut avoir un espace de verdure. Puis, quand on a un peu plus d'espace, quand on a moins besoin de stationnement, peut-être qu'on aura plus d'espace. Ça va être variable dans le temps, ça va être variable selon le type de rue sur lequel on va intervenir plus tard. Dans le cas des ruelles, ce qui est proposé, c'est une ruelle en Z plutôt que la ruelle en H traditionnelle. Cette forme-là permet de conserver d'un côté ou de l'autre l'accès à la ruelle, puis de gagner, là, en 1, vous voyez l'espace qui était destiné à l'automobile, peut devenir un espace planté ou un espace utilisable par les enfants de l'îlot. Et on va favoriser évidemment un rétrécissement des voies dans les ruelles, puis un verdissement. Les ruelles contribuent beaucoup à la lutte contre les îlots de chaleur d'ailleurs. En plus de ça, c'est sûr que nos corridors verts et bleus, c'est pas juste à l'échelle locale. Fait que, on voit qu'ils vont vouloir se connecter sur l'ensemble des corridors si on veut favoriser la faune, favoriser le transport actif. Donc, vous êtes dans le lien falaise-fleuve qui passe par l'arrondissement en rouge, dans le lien Saraguet-Angrignon qui également se poursuit dans l'arrondissement. Puis, ce qu'on voudrait proposer, c'est un autre lien, en fait, qui parte du REM sur l'île des Sœurs et qui aille jusqu'au métro, puis peut-être qui continue jusqu'à l'autre arrondissement. Donc, un lien actif, un lien vert, qui soit intéressant à faire, qui fasse que les gens s'habituent à passer d'un quartier à l'autre simplement, en traversant l'eau ici, évidemment, dans le futur. Mais là, on parle de quelque chose sur 10 à 20 ans, comme on a déjà discuté. Et on se connecte avec la promenade de la digue au sud et la route verte, évidemment, qui traverse tout le Québec. On veut se connecter, évidemment,
tout ce travail de trame verte et bleue vient beaucoup de la protection des milieux naturels, de la protection des espèces, d'essayer qu'ils puissent circuler à travers des corridors, parce qu'on s'est rendu compte que si on regarde des espaces verts, mais qui ne sont pas connectés ensemble, c'est pas bon pour la faune ou la flore. Donc, vous avez la chance de faire partie d'un corridor migratoire qu'on voit en 1, là, la grosse flèche bleue qui traverse votre territoire. Je ne sais pas ceux qui connaissent que vous avez au moins 200 espèces d'oiseaux qui viennent au parc George O'Reilly qu'on voit sur l'eau ici. Vous faites partie de l'écoterritoire des Rapides de la Chute, qui est une tentative de connexion aussi de tous les espaces verts pour faire les relier ensemble, en fait, pour favoriser la faune et la flore. Vous avez des espèces sur le territoire là, pour lesquelles vous faites déjà des efforts, l'hirondelle noire, la tortue géographique, la couleuvre brune, le petit blongiot. C'est toutes des espèces qui vont profiter, en fait, de cette trame verte et bleue-là qu'on va développer à travers le territoire. Donc, qu'est-ce que ça va avoir l'air à terme quand on met tous les morceaux ensemble? Évidemment, on va favoriser le lien à l'eau. On l'a dit comment c'est important, comment c'est votre signature. Donc, on va vouloir que chaque personne, on va favoriser son accès à partir de chaque personne, chaque résident, à partir de sa résidence jusqu'au grand parc structurant qu'on a en bordure de l'eau. On va mettre en valeur les pôles d'intérêt culturel et public, évidemment, dans tous ces grands parcs-là. Vous voyez moins ici, parce qu'à l'échelle, on ne peut pas voir tout, là, mais vous avez tous les petits accès qu'on veut favoriser sur les parcs riverains à partir du boulevard La Salle, mettons, où c'est des grandes aires d'asphalte. Essayer de structurer ça pour que ça soit plus sécuritaire pour tout le monde. Puis de la même façon, pensez à quels endroits on va pouvoir accéder à l'eau sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur l'île ou sur le grand parc riverain, puis même sur le canal de l'Aqueduc, c'est peut-être des accès à l'eau qui sont plus visuels, parce que là, on ne peut pas y aller. Mais c'est des accès qui seront formalisés, qui permettront d'aménager le reste du territoire, de le garder en santé. Qui dit trame verte et bleue, ben, on veut créer des milieux naturels. On veut redonner des milieux à la nature. Comment ça peut se faire? Ça peut se faire par le biais de prés, de mini-forêts, de berges, de milieux humides. On a essayé ici d'identifier de façon préliminaire, en pointillé, tous les endroits qui étaient susceptibles à travers les parcs existants. Il n'y a rien de ça qui est des ajouts nécessairement de votre territoire. Mais à travers les parcs existants, qu'est-ce qui avait le potentiel de devenir un milieu naturel, que ce soit au niveau d'un pré ou une forêt, là, mettons. Donc, en superficie potentielle, à terme, on peut penser que dans le quartier Wellington de l'Église, on va atteindre 13 hectares contre 1,5 hectares existants. Dans Desmarchais Crawford, jusqu'à 19 hectares versus 6 existants. Puis sur l'île des Sœurs, ben, on a 40 hectares possibles, puis on en a 18 en ce moment. On veut unifier les quartiers. On veut favoriser un parcours d'une rive à l'autre. Ça passe par des grands axes. On l'a montré tout à l'heure, le grand axe ici, là, qui permettrait de créer quelque chose de vraiment significatif à travers tout l'arrondissement, qui nous paraît d'un intérêt très, très important. Vous avez aussi tous les accès à l'eau qui pourront se définir plus spécifiquement, comme j'ai dit, à partir d'une étude plus précise de qu'est-ce qui est un accès visuel versus un accès physique. On va vouloir se présenter comme un arrondissement vert, donc tout que vous arriviez en vélo, que vous arriviez en auto, les entrées seront aménagées et verdies, en métro. Donc, toutes ces entrées-là vont être revues. On va vouloir, quand on a parlé tout à l'heure de tous les grands pôles où il y avait des institutions, où il y avait des pôles déjà qui étaient un peu verdis, on va vouloir développer ces pôles d'intérêt-là, comme je disais, pour que ça devienne un peu des catalyseurs et que ça ait une influence sur le reste du quartier. Donc, on va vouloir que ces pôles-là soient plus verts, soient plus définis. Puis, à partir de ces pôles-là, on va créer la trame verte et bleue, avec les grands objectifs de favoriser la biodiversité, assurer la gestion des eaux pluviales, diminuer les îlots de chaleur. Évidemment, tout ça, c'est pour bonifier la qualité de vie des résidents de Verdun, autant au niveau de la qualité de l'air, leur sentiment de quiétude, la diminution du stress.
et augmenter, dans un grand objectif, d'augmenter le nombre d'espaces verts, le verdissement et les parcs de proximité. Fait que ça, c'est la synthèse de l'ensemble du projet. C'est là où on est rendu. Maintenant, comment on va le faire? Quelles sont les actions qui vont se faire plus concrètement? Bien, on est rendu au plan d'action. Donc, le plan d'action, il va avoir 3 grands axes. L'axe parc et espace public et espace vert, l'axe biodiversité et milieu naturel, puis implication citoyenne et verdissement. Puis il y aura peut-être d'autres axes qui vont se développer avec le temps. Mais c'est un peu là où on est rendu, où on va mettre tout ça ensemble pour réussir à développer des projets qui sont significatifs pour votre arrondissement. Si on regardait un exemple de ce que ça peut donner, puis si on va conclure sur ça. Si on prend le parc du souvenir, par exemple. C'est un grand espace qui passe de Verdun, qui part de Verdun jusqu'à Valentine. On trouve dans cet espace-là la mairie, une station de métro, une école primaire. C'est un pôle assez significatif où il y a beaucoup de convergence, beaucoup d'activités dans ce secteur-là. Comment on pourrait penser dans 20 ans, comment il pourrait être aménagé, à titre d'exemple? On pourrait avoir devant le métro une rue apaisée où on a un lien, on donne une plus grande place aux vélos, aux piétons par rapport aux autos. On peut avoir, la cour d'école va peut-être avoir complètement végétalisé ses espaces. On va avoir réaménagé, déminéralisé une partie de l'espace du parc qu'on a devant la mairie. On va peut-être avoir revu complètement le stationnement. On a même fait l'étude, voir si le stationnement on peut le rendre éco-responsable, le planter sans à peu près perdre aucune case de stationnement. Revoir l'aménagement du parc et même jusqu'à l'autre stationnement qu'on a en haut. Tout ceci, on ajoute à tout ceci, en fait, la gestion des eaux pluviales sur rue. Donc, on a le potentiel avec l'espace qu'on a pour utiliser une partie des espaces libres pour faire de la biorétention, de la gestion des eaux pluviales, planter des arbres. Et même les ruelles sont potentiellement réaménagées. On a une belle ruelle en Z. Fait que tous ces aménagements-là autour, quand on parle d'une sorte de catalyseur ou de pôle qui rayonne, ça rayonne sur la ruelle d'après, sur l'autre ruelle d'après, sur l'autre rue, puis ça s'étend jusqu'à couvrir la totalité de l'arrondissement. Fait que ça complète un peu où on est rendu. Là, on aimerait ça avoir vos commentaires sur ça. Évidemment, comme je vous dis, c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs années. Donc, c'est pas la semaine prochaine que tout ça va se faire. Mais quand je pense que cet exemple-là nous montre bien à quel point, quand on a une vision de où on veut aller, on serait capable, avec des intervenants différents, d'arriver à compléter un projet qui soit intéressant pour tout le monde, puis pour la communauté, quand on se prépare d'avance. J'arrête le partage ou je vous laisse ça. Ben, merci beaucoup, M. Lefebvre, pour votre présentation. Pour ce qui est du partage, on peut peut-être l'arrêter pour le moment. Donc, on est maintenant rendu à la période de questions et commentaires. Donc, la parole est à vous. Bien sûr, M. Lefebvre pourra répondre à certaines questions. Seront aussi disponibles M. Jean Cardin, chef de division des études techniques. Ainsi, les intervenants feront de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes. Également, Mme la mairesse et Mme la conseillère Céline Audrey-Beauregard pourront aussi prendre la parole pour certaines questions si elles le jugent nécessaire. Avant de commencer, j'aimerais quand même rappeler certaines règles pour assurer le bon déroulement de la période de questions et commentaires. Donc, respecter les opinions et les tours de parole. Les questions ou commentaires qui contiennent des propos déplacés ne seront pas répondus. Intervenir de manière brève et directe. Donc, se limiter à une question et une sous-question, 2 minutes maximum par intervention. Être courtois et respectueux. Donc, je tiens à vous rappeler que la séance de ce soir porte uniquement sur le plan directeur trame verte et bleue. Donc, pour poser une question, vous avez simplement à lever la main virtuelle en cliquant en haut au milieu de votre écran. Deuxièmement, attendre que l'animateur vous donne la parole, soit moi. Donc, nous verrons avec la main levée que vous souhaitez prendre la parole. Nous prendrons les questions et commentaires à tour de rôle. Tout le monde aura la chance de s'exprimer, ce sera d'ailleurs mon rôle. Donc, 3, finalement, ouvrez votre micro au moment de parler. 4, fermez le micro après votre intervention.
5 aussi, n'oubliez pas de baisser la petite main virtuelle après votre intervention en recliquant dessus. Donc, le clavardage ou le chat sera également ouvert. Nous vous demandons de demeurer respectueux si vous l'utilisez. Mathieu Robert Perron, chargé de communication à l'arrondissement, prendra en note les questions et pourra intervenir dans le clavardage à l'occasion. Nous allons répondre aux questions du chat après les questions et les interventions verbales. Donc, nous vous encourageons d'ailleurs fortement à poser vos questions de vive voix autant que possible. Donc, à noter qu'un formulaire sera ouvert pour une période de 2 semaines sur le site de l'arrondissement de Verdun. Vous pourrez donc ajouter des commentaires concernant la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir débuter avec la période de questions et réponses. Donc, on commencerait avec M. Marc Montour. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'habite Crawford Park. J'ai vu que le parc Reine-Élisabeth est dans vos plans. C'était pas clair, comme je voyais, comme un axe qui coupait dans le parc. Pourriez-vous élaborer un peu sur les plans pour le parc, s'il vous plaît? Merci, M. Lefebvre. En fait, la planification, ça se passe plus à travers la ville qu'à travers le parc. Fait que le parc est un pôle qui va être considéré dans le cadre pour... On veut bonifier l'aménagement du parc, on veut le structurer, on veut qu'il participe à l'aménagement urbain, mais on ne réaménage pas le parc comme tel. Il fait partie de la trame verte. C'est déjà un pôle intéressant, d'ailleurs. Fait qu'on va planter, on va ajouter des arbres, on va gérer les eaux pluviales sur ce secteur-là, mais on ne va pas modifier le parc, à moins que la ville ait des objectifs de le modifier. Là, ça, je ne sais pas dans le cadre des projets futurs. Excusez-moi, mais vous aviez réellement comme un axe qui passait à travers le parc et qui se rendait à la rive finalement. C'est ça là, qui me préoccupait ou qui m'a fait poser des questions. Qu'en est-il de cet axe-là? Il semblait impliquer aussi la rue Crawford Park. C'est ça, là. Qu'est-ce que, dans votre plan, vous avez à ce moment-ci pour cette zone-là? En fait, ce qui est montré, c'est un axe, une continuité d'espace vert relié. Ce que vous avez vu, c'est probablement ça. Là, on avait là, différents axes, là, comme dans ce cas-là, je pense que c'est Saguenay, le bois, là, qui est relié avec Verdun. Donc, c'est vraiment un axe de continuité d'espace vert uniquement. Là. Oui, le parc, on va le rénover, on va l'améliorer au fil du temps, là, mais il n'y a pas d'intervention majeure montrée là, par ce lien-là. Merci, M. Cardin, et merci, M. Lefebvre. Donc, on passerait à la prochaine question de Francis. Il n'y a pas de nom de famille. Oui, ben merci pour la présentation. En fait, moi, je voulais savoir, dans les premières diapos, là, il était marqué encourager les citoyens à participer, etc. Et puis, justement, dans un des 4 axes, là, vers la fin, il était aussi marqué dans les axes participation citoyenne. Je voulais savoir, c'était quoi les encouragements? C'était-tu genre, yeah, on vous encourage à participer ou c'était financier? Parce que, il y a beaucoup de citoyennes qui sont bénévoles, c'est super le fun, mais je voulais juste savoir c'était quoi dans la vision d'encourager, dans le fond. Bon, c'est une bonne question parce que c'est très large. Par encourager, il y a plein de manières d'encourager, fait que c'est pour ça que je trouvais ça très large aussi. Bien, selon l'espace où on se trouve, là, selon quand on embarque dans un projet comme ça, il faut qu'il soit porté par la communauté. C'est ça qui fait que les projets vont plus loin. Tous les projets qu'on a faits dans cet esprit-là, que ce soit à Québec ou à Montréal, c'est les citoyens qui se sont appropriés des parties de projet. Des fois, il y a des citoyens qui, si vous allez à New York sur le High Line, vous avez 2 ans d'attente pour participer à l'entretien du High Line parce que tout le monde veut le faire. Si vos espaces verts deviennent super importants, des fois, c'est un espace vert qui est à proximité de votre résidence. Des fois, c'est de s'occuper de l'arbre qui est devant chez vous. C'est plein de façons de faire qui font qu'on peut s'impliquer, puis autant dans la planification de tout ça aussi, là.
Fait qu'à cette étape-ci, je pense que c'est un peu... on est en train... Je pense que l'arrondissement va réfléchir à comment les gens peuvent s'impliquer. Là, on pensait même à l'agriculture urbaine. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient profiter des fruits qu'on va retrouver dans certains arbres? Est-ce qu'on veut planter des arbres fruitiers pour que ça serve à la communauté en bout de ligne? C'est toutes des façons différentes qui vous permettent de vous impliquer. Mais là, je ne sais pas si l'arrondissement avait déjà des vues sur ces implications-là. C'est toutes des choses qu'on a discutées en comité et qu'on veut mettre de l'avant plus tard dans le processus. Là. OK. Ben, merci pour la réponse. Fait que je peux aller planter des arbres bientôt, c'est ça, je comprends? Non, c'est pas vrai. OK, parfait. L'autre chose, on avait droit à une suggestion, mettons, rapidement. Oui, vous avez droit à une suggestion Parce que rapidement, moi, ce que j'ai joué de la vie, c'était aussi, parce que là, c'était très verdunois, très quartier, puis on est bien cool avec ça. Par contre, il y avait comme juste une ouverture vers, OK, tu sais, la connexion avec d'autres arrondissements. Puis justement, nous, on est vraiment, vous l'avez dit plus tôt, là, on est vraiment chanceux, on a accès aux fleuves, aux berges, etc. Sachant qu'il y a une destruction massive qui s'installe tranquillement par l'activité humaine sur les berges, puis qu'il faudrait la protéger davantage. Est-ce que c'est dans la vision d'une trame verte, mettons, peut-être éventuellement dans 5 ans, 10 ans, d'avoir un grand parc avec l'arrondissement de la Chine, puis la salle, mettons, ou même la salle, là. Mais ça serait écœurant, puis on aurait surtout plus de budget pour garder nos berges en santé et autres, là, mettons. Là. Merci beaucoup en passant pour la soirée, c'est mes questions. Ben, c'est une super bonne idée. Mais je ne peux pas je peux pas remplacer l'arrondissement dans ce cas-ci. Mais effectivement, de s'occuper de tout ça dans un ensemble, ça serait intéressant. On a déjà une trame verte là, qui continue là, en rive. Là. Ça ne se prolonge pas uniquement dans la salle, mais la Chine et les autres villes voisines. Donc, on a un continuum d'espace vert, là, de la création de parcs. Là, il faudrait voir si on peut je veux dire, rendre ça accessible pour tous les citoyens. Là. Puis qu'un parc parle à un autre, oui, ça se peut. On peut le créer. Mais pour l'instant, là, c'est vraiment de créer le milieu naturel puis les espaces verts qui sont interreliés. Là. C'est un peu l'idée. Là. Puis ils sont déjà en rive. Donc, on n'a pas tellement d'intervention à faire là, je crois, là, pour au moins les relier. Là. Pour les parcs peut-être, mais pas pour les interconnecter. Ils sont déjà. Simplement ajouter aussi, là, je ne sais pas si vous avez suivi dans les nouvelles récemment, là, tout le projet du lien Bonaventure là, qui va être revu et réaménagé un peu en parc, là, similaire à ce qu'il y a la promenade Champlain à Québec, par exemple. Ben, c'est presque la continuité là, du secteur de Verdun. Fait qu'on pourrait même espérer aller presque jusqu'au centre-ville en parc. Là. Donc, ça serait aussi une bonne avenue. Là, donc, ça va dans le sens de votre suggestion. Merci. Merci beaucoup. Donc, prochaine question, Virginie. Oui, Virginie, on ne vous entend pas. Comme on ne vous entend toujours pas, je vais passer à la prochaine main. On ne pourra pas revenir à votre question pour la suite si jamais votre micro fonctionne. Donc, Denise Ouellette. Oui, bonjour. Mon nom est Michel Roy. Moi, je voyais pour les points d'accès à l'eau que vous mettez, il y en a, vous en avez disposé quelques-uns autour de l'île des Sœurs. Je me demandais s'il ne serait pas pertinent d'en ajouter un comme au bout du chemin qui est face à l'immeuble Riva, où il va y avoir un nouveau développement de centre communautaire, je ne sais pas trop, un centre sportif communautaire. Ce serait bien d'avoir un accès à l'eau directement de cet endroit, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'exclu. Là. On est en train de développer justement un projet de lien cyclable, là, parce que vous savez, la piste cyclable qui est en berge à l'île des Cendres n'est pas continue. On a des bouts manquants. Non, c'est vrai.
Donc, ce bout-là, oui, il va être complété. On a ça en projet là, de développement. Puis, au niveau de l'accès à la berge, ben oui, ça pourrait suivre. Là. Pour l'instant, il n'y a pas d'accès là, direct public là, facile. Donc, on veut créer là, au départ la piste et ensuite peut-être les liens. La difficulté à cet endroit-là, c'est vraiment les pentes. On a des pentes assez fortes, puis on a quand même aussi des restrictions au niveau de la protection des berges. Là. On doit garder une bande protégée d'environ 15 mètres, 10-15 mètres selon la pente. Là. Donc, il y a quand même des restrictions importantes là, pour créer des accès là, de la pente et les exigences environnementales. Et ça s'en vient. On travaille vers ça. C'est pour ça qu'on a indiqué plusieurs endroits. Ce n'est pas nécessairement là, uniquement ces endroits-là où on va développer des points à l'eau, mais c'est vraiment pour illustrer là, qu'on veut le faire. Donc, on veut créer là, une ouverture sur le fleuve puis un accès au fleuve. Ouais. Mais ça serait à regarder parce que la pente, elle n'est pas plus importante que là où on voit le lien entre l'île des Sœurs et Verdun. Puis, ben, ça serait que ce soit près de l'espèce de centre, je ne sais pas comment l'appeler, là, communautaire, ça serait bien. Puis, il y a déjà une espèce de percée là, qui permet de descendre facilement. Puis, c'est une zone où il y a zéro courant. Là. Il n'y a absolument aucun courant. Je suis déjà allé quelques fois mettre mon kayak à l'eau à cet endroit-là, puis c'est vraiment sécuritaire. Oui, bien, il y a un projet justement de faire un accès à l'eau dans le parc Ouest Vancouver. Là, vous en avez sûrement entendu parler. Là. Donc, on débute là, vraiment là, des aménagements là, qui vont rester quand même naturels, parce que c'est ce qu'on souhaite. Là. On ne veut pas avoir une structure trop anthropique. Il faut que ça ait l'air naturel. Exactement. Oui. Merci. Merci. C'est l'idée. Merci. Merci beaucoup. Donc, juste pour revenir à la question de Virginie dont le micro ne fonctionnait pas, là, je vais pouvoir la poser pour elle. Donc, est-ce que vous avez des intentions en lien avec la Magna de Verdun? Est-ce que Marie-André ou quelqu'un pourrait répondre à cette question-là? Oui. Peut-être qu'on peut faire un petit... sur la marina de Verdun, en fait, l'année dernière, on a conclu une entente avec un organisme à but non lucratif, là, le Club nautique de Verdun, qui en fait, on transforme la marina de Verdun qui représente autour de 80 quais pour des petites embarcations. Donc, maintenant, c'est une organisation autogérée de la part des membres là, qui ont un quai à la marina. On a une autorisation du ministère de l'Environnement, Développement durable, Faune et Parc pour avoir des quais à cet endroit-là, mais il n'y a pas de grand développement possible. Donc, on est vraiment dans une perspective de protection des berges, mais en même temps, respect d'une tradition de marina à Verdun qui permet un accès notamment à des personnes qui ont un petit chalet à l'île aux Hérons, là, parce qu'il n'y a pas d'endroit où mouiller à la salle. Donc, c'est ce qu'on appelle la marina de Verdun, c'est plutôt là, les 80 quais qui maintenant sont autogérés par les membres. Il y avait déjà eu d'autres idées de peut-être faire qu'il y ait de la location de kayak ou un point d'accès. Tous ces éléments-là ne sont pas exclus, mais disons qu'on a commencé par faire une transition là, d'éviter à l'arrondissement et à tous les contribuables d'avoir la charge de 80 quais pour des... Finalement, on considérait que le quai tel qu'il, dans sa formule actuelle, n'était pas vraiment un bien collectif. Donc, on a vraiment réussi à faire une transition à un groupe. Mais peut-être si vous voulez me préciser là, dans quelle perspective vous posez la question, je pourrais peut-être vous préciser ma réponse aussi. Merci beaucoup. Donc, Virginie vient de justement dire que ça la rassurait de ce côté-là. Donc, voilà. Donc, pour passer à la prochaine question, on s'est rendu à Christopher Sweetnam 11. Merci. En première, j'aimerais féliciter tout le travail. C'est superbe. Je suis très content de voir ça. Donc, c'est plus un commentaire. Je crois que la partie qui est faible dans cette stratégie, c'est tout l'aspect bleu.
parce que je vois qu'il y a beaucoup de travail sur le vert, mais par exemple, le bleu, moins. Je suis entre... il y a plusieurs personnes qui utilisent régulièrement de l'eau. Notre famille est souvent dans le kayak, canot. On nage dans le fleuve avec plusieurs autres. Il y a plein de gens qui font du paddleboard, qui font plein des activités. Puis je crois que peut-être on a moins développé comment rendre ça plus intéressant, plus sécuritaire, et la bande entre la partie verte et le bleu, comment on peut améliorer ça. Aussi, récemment, j'ai vu des images de aqueduc quand c'était construit et les images qui étaient vendues dans le temps, c'est on va aussi donner les gens accès visuel à l'aqueduc tout le long, mais maintenant on sait que c'est pour des raisons peut-être mal pensées de sécurité, on ne donne pas les gens aucun accès à ça. Puis aussi, cette bande est incroyable de l'eau qu'on a zéro accès. Puis je crois qu'il y a une façon de donner les gens aussi accès visuel à l'aqueduc parce qu'on est effectivement une île, dans un certain sens, Verdun, une île artificielle. Donc, moi, j'aimerais voir l'aspect d'accès à l'eau bonifié. I love the concept of swimmable cities. It's an international network of cities that want to encourage more people to get into the water because c'est notre héritage, c'est notre patrimoine, le fleuve. So that would be my comment. Not really a question, sorry. Merci beaucoup. Pour la prochaine question, on passerait à Marcel Barthes. Oui, bonsoir, merci beaucoup. D'abord, comme beaucoup d'autres, je pense, je suis très heureux de cette première mouture ou cette mouture de ce plan-là. Alors, ça me réjouit beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de questions, j'ai plutôt des commentaires. Je me réjouis également que nous aurons des prochaines étapes où nous pourrons formuler des commentaires plus longs et plus précis qu'une petite intervention de 2 minutes. Alors, je vais en profiter. J'aimerais peut-être que vous me parliez à la fin de mon intervention des prochaines étapes de consultation, parce que je trouve ça super important. Le troisième point, c'est un commentaire qui peut paraître un peu aérien, mais je trouve que dans vos principes directeurs, il y aurait lieu d'ajouter la dimension de mettre de l'importance sur la faune et les autres êtres vivants. Vous le mettez dans tous vos détails, dans tous vos... Mais comme principe directeur, c'est un peu anthropique, votre plan. Il part de l'homme, puis il s'en va vers les autres, mais je trouve qu'il n'y a pas une situation d'aussi grande égalité que souhaité. Je pense que dans les principes directeurs, on devrait reconnaître que ce plan-là doit aussi répondre aux besoins de la faune et du vivant. Alors, c'est un commentaire qui m'apparaît intéressant. L'autre chose, c'est qu'il va falloir avoir une entreprise de communication très forte pour tout ça, une fois que ça va être adopté. Puis un des éléments très importants, c'est sensibiliser les citoyens à l'acceptation de la faune urbaine, à l'acceptation des moufettes, à l'acceptation des ratons laveurs, à l'acceptation de tout ça, parce que tout ce que vous allez faire va en fait favoriser leur milieu de vie. Mais il y a beaucoup de résistance chez les citoyens en milieu urbain avec la faune urbaine. Mais c'est normal qu'il y en ait. Je vous demanderais de conclure, s'il vous plaît. Ah ben, si je conclue, je conclue. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une intervention? Ben, oui, peut-être je peux. Effectivement, c'est un point de réflexion là, auquel on va réfléchir. Je pense au plan d'urbanisme et de mobilité là, que la Ville de Montréal est en train d'élaborer, puis qui va aussi être soumis à la consultation publique dans le courant de l'année 2024, où il y a justement cette vision de l'humain, en fait, le vivant en ville. Et c'est vrai qu'on est souvent, on règne sur les autres êtres vivants, puis on aime la nature, mais on l'aime très, très ordonnée, manucurée. Et c'est vrai que quand on encourage la biodiversité, ben, c'est pas juste la flore, il y a aussi la faune. Et
Et donc, peut-être que cet élément-là n'a pas vraiment assez ressorti là, dans la présentation de ce soir. Fait qu'on va y porter une attention. Bon, merci. Merci beaucoup. Donc, prochaine question, on aurait Philippe Tremblay. Oui, bonsoir. Bien heureux de constater qu'on a mis l'emphase sur le verdissement. J'aurais cependant aimé voir qu'un objectif d'augmentation de la canopée aurait été désiré en lien avec le projet. Parce que c'est facile de dire verdir. On peut dire qu'on a planté 500 arbres, mais on omet de dire qu'on en a coupé 1000. Vous savez, à l'île, il y a toujours de moins en moins d'arbres. On en coupe dans le boisé, dans les berges, on ne les replante pas. Alors, que cette tendance soit renversée serait désirable et puis qu'il y ait un but numérique, un pourcentage d'augmentation de canopée, ça serait, il me semble, désirable pour appuyer l'objectif de verdir. Merci. Il n'y a pas à l'arrondissement un plan de foresterie urbaine qui s'en vient ou de. Oui, bon, on a déjà un plan canopé là, qui est actif. Là. On est à revoir là, justement pour le moderniser. Là. Mais oui, on ne veut pas couper d'arbres, on veut en planter des nouveaux, puis on comprend qu'on coupe un gros arbre, puis on en plante 4 petits, bien, c'est sûr qu'au départ, on n'a pas la même canopée. Là. Et effectivement, là, on veut vraiment là, augmenter la canopée là, à l'échelle de la ville de Montréal. Là. Puis oui, pour pouvoir augmenter la canopée, bien, il faut créer l'environnement pour le faire. Par exemple, dans les rues, on va augmenter là, à chaque fois qu'on a l'occasion le nombre d'arbres. Puis on le fait là, de façon un peu plus, je vais dire agressive, là, mais ce n'est pas vraiment le terme. Ce n'est pas un terme positif, mais on va vraiment, là, dans certains cas, on a des contraintes là, qui nous empêchent d'en mettre des arbres sur rue. Mais on va quand même des fois contourner ces contraintes-là, dans certains cas, pour pouvoir quand même en planter. Par exemple, sur un massif bétonné, bien, si on est capable de planter en petit arbre, finalement, qui va venir grand, puis si on n'a pas trop de contraintes, si on n'a pas plutôt des conditions qui sont autres que ça, bien, on va planter des arbres dans certaines conditions. Oui, on va développer ce volet-là beaucoup là, pour le futur. Je dirais en complément, je n'ai pas les chiffres sous la main, mais l'indice de canopée a nettement augmenté à Verdun, puis à la ville de Montréal en général, et puis la ville ayant atteint l'objectif de 25 de canopée a rehaussé de 1 et donc 1 de plus de canopée sur le territoire de la ville de Montréal, c'est l'équivalent de 3 fois le parc du Mont-Royal. Et donc, nous, à Verdun, on a tout le temps été en deçà de l'indice de canopée de la ville. Donc, on va le regarder dans cette perspective-là également, puisque, comme on l'a nommé au départ, monsieur Lefebvre l'a nommé, on a un objectif de résilience au travers de ça, là, dans la lutte aux îlots de chaleur. Oui, simplement pour compléter aussi, dans le fond, c'est l'augmentation du quai de la canopée doit venir également avec un objectif de déminéralisation parce que si on veut assurer une bonne croissance des arbres, il faut que l'emprise publique qui est fortement minéralisée soit déminéralisée, verdie pour pouvoir avoir plus de ressources en termes de sol, d'eau et de nutriments pour les arbres pour pousser parce que sinon, on plante un arbre et son taux de survie est très faible. Donc, il faut donc y aller pour verdir l'emprise publique en général. Et ça aussi, ça va contribuer à améliorer la canopée à long terme. Merci beaucoup. Prochaine question, on irait à Linda D. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette soirée d'information et de nous donner l'occasion de vous donner nos commentaires. Ma question sûrement ne sera peut-être pas populaire ce soir, pourtant c'est important pour beaucoup de gens. Nous perdons constamment de l'espace routier et du stationnement, plus particulièrement le long de la région de Wellington de l'Église. Les propriétaires d'immeubles et leurs locataires ont des voitures et paient des taxes municipales et ils ont des droits.
comment l'arrondissement compte-t-il gérer la perte d'accès au stationnement routier et de ruelles qui permet à ces personnes de vivre et aussi de maintenir ou bonifier leur droit d'avoir une voiture pour leur propre survie pendant cette transition afin d'augmenter l'accès au bord de l'eau. Que compte faire l'arrondissement pour mitiger ces changements et aussi régler ou supporter les gens si la majorité des citoyens ne veulent pas perdre ce privilège? Bien, merci beaucoup pour votre commentaire. C'est certain que dans tous les quartiers, on mise vraiment sur une offre mixte de transport collectif, donc d'avoir accès au réseau bus, au réseau métro, même au réseau express métropolitain avec la station de l'Île des Sœurs. Transport actif aussi, on veut des déplacements à pied sécuritaires, sécurisés, déplacements à vélo, autres modes de transport actif aussi. Puis, on comprend que la voiture fait partie de ce cocktail transport. Il y a beaucoup de stationnement dans les espaces privés. Il y a du stationnement dans les rues. Il y a d'autres stationnements municipaux en dehors des rues. Et il y a tous les mécanismes. Là. On peut avoir une vignette d'un permis réservé pour le stationnement sur rue pour résidents et tout ça. Donc, on compose avec tout ça, mais il y a dans les arbitrages, des fois, quand on a vu là, la carte des points bas à Verdun, on a vraiment un défi de déminéraliser, d'augmenter les espaces verts pour que les eaux de pluie ne se retrouvent pas dans les sous-sols des demeures. Pour on sait que les vagues de chaleur vont augmenter, donc on a le devoir de créer des îlots de fraîcheur. Donc, des fois, dans l'espace public dont on dispose, mais on se retrouve à malheureusement devoir retrancher un peu d'espace dévolu à l'automobile parce qu'il y a beaucoup d'espace dans les territoires municipaux qu'on gère. C'est quand même assez surprenant le pourcentage dévolu à l'automobile par rapport à l'espace dévolu aux piétons ou à un réseau cyclable en site propre. Donc, c'est vraiment pour trouver un équilibre dans tout ça. Donc, on est conscient que ça bouscule des fois l'offre de stationnement dans l'arrondissement. Dans le quartier Wellington de l'Église, au moins, il y a 3 stations de métro, il y a vraiment une offre en transport collectif. Donc, les ménages ont la possibilité des fois de se limiter à une seule voiture ou encore, selon la période de notre vie, l'âge de nos enfants, notre travail, on peut carrément peut-être aller vers des modes de l'autopartage ou le véhicule en libre service. Donc, on ne le cache pas qu'on fait face à des aléas climatiques qui nous amènent des arbitrages difficiles. Je pense au secteur Exxon-Dupuis où l'eau monte à chaque fois qu'il y a des fortes pluies. On va être amené à faire peut-être à un moment donné certains choix pour être sûr qu'on rend notre territoire résilient. Mais je vous dirais qu'on garde toujours à l'esprit qu'il doit y avoir une offre de stationnement qui est maintenue. Mais je vous dirais en terminant que la demande est exponentielle. Ça fait plusieurs décennies à Montréal que la population automobile augmente plus vite que la population humaine. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, il y a une pression sur le stationnement parce qu'il y a constamment une augmentation des véhicules dans nos rues, plus que de la population. Puis, il y a quand même un taux important de ménages à Verdun qui ne possèdent pas de voiture. Donc, il faut aussi penser à ces personnes-là qui veulent vivre la nature en ville aussi. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on travaille. Merci, Mme Mauger. Merci beaucoup. Donc, on peut passer à la prochaine question qui est celle de Madeleine Bachan. Bonsoir. Alors, merci beaucoup. Hein, c'est vraiment excitant comme projet. Je vais d'abord commencer par un commentaire. J'ai eu la chance de passer quelques semaines dans la capitale du Costa Rica, à San José, il y a plusieurs années. Et je trouvais qu'il faisait tellement chaud, c'était épouvantable. Et éventuellement, on a trouvé une façon de se rendre en ville, faire nos courses, où on était constamment dans des parcs. Et ça a vraiment changé notre vie. Et c'est ce qui me fait un petit peu penser aussi. C'est vrai que
la mairie, c'est important, les institutions sont importantes, mais est-ce que cette trame-là ne pourrait pas être pensée pour amener les gens vers les rues commerciales aussi, juste s'assurer qu'on ait envie d'aller faire nos courses à pied, que ça passe par les endroits où on doit se rendre aussi, là, quitte à ce que ça continue vers l'eau aussi. Alors ça, c'était mon commentaire. Ma question est plus en lien avec le bord de l'eau. Vous avez bien mentionné que c'est du remblai, on a de la phragmite qui, heureusement, a un système racinaire incroyable qui détruit, qui empêche les autres espèces de s'installer, mais qui protège ces berges-là et surtout qui protège le fleuve, parce que si ces berges-là devaient s'écrouler, là, ça serait épouvantable pour le fleuve. Alors, considérant tout ça, je me demandais qu'est-ce qui peut être fait pour pardon? Est-ce que j'ai entendu quelqu'un parler? Je m'excuse. Alors, je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il y a comme plan, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour pouvoir vraiment protéger les berges et protéger le fleuve et rendre que les gens puissent avoir accès au fleuve sans mettre en danger les berges et le fleuve et tout ça. Écoutez, la berge elle-même est protégée, comme je disais tout à l'heure, il y a une bande riveraine qu'on ne coupe plus, qu'on intervient à peu près plus. C'est prévu ou c'est protégé par la loi. Puis vous avez nommé dans votre intervention, là, justement, la solution. L'arbre, c'est vraiment la solution pour la phragmite. Si on veut lutter contre la phragmite, il faut créer de l'ombre. C'est une plante qui va pousser beaucoup là où il y a du soleil. Donc, c'est une plante de milieu ensoleillé. Puis l'arbre a une plus grande capacité de retenir les berges. Il y a vraiment des périodes où on a beaucoup de vagues en rive. Là. Puis la phragmite seule, oui, il va retenir la berge, mais l'arbre a une plus grande capacité de rétention. Donc, on veut vraiment là, favoriser les arbres en rive. On en a beaucoup, là, mais il y a des endroits où il y a beaucoup d'envahissement par la phragmite. Donc, l'idée, c'est d'aller tranquillement là, éliminer cette plante-là qui n'a aucun intérêt pour la faune, la flore et autres. C'est ça. Il y a tout un travail qui se fait à travers le Québec pour trouver des solutions pour se débarrasser du phragmite. C'est sûr qu'il y a des projets pilotes partout. Le MTQ en fait, la ville. Puis on avance, on fait des petites avancées, mais effectivement, c'est l'ombre notre meilleur ami contre le phragmite. Puis il faut surtout se rappeler que le phragmite est une plante envahissante, mais qu'il n'y a aucun oiseau qui l'utilise, aucun insecte. Elle empêche les poissons de frayer. Elle n'a aucun avantage pour l'environnement. Fait que si elle en avait au moins un ou quelque chose, là, elle a tout contre elle. À part qu'elle est super résistante puis qu'elle peut faire 100 mètres en dehors de l'eau. C'est un fléau pour nous. Puis on parle aussi, c'est encore, c'est un des défis les plus importants parce que tout le monde veut aller sur le bord de l'eau. Mais c'est ça, à un moment donné, il faut trouver un équilibre entre donner un accès, quitte à avoir un accès plus restreint ou à certains endroits pour protéger, parce que sinon, on voit qu'il y a beaucoup de terre à nu à cause qu'il y a des sentiers presque d'un bout à l'autre de Verdun. Donc, il faut être capable de majorer un peu dans les deux sens. Notre film, on l'avait fait à l'île de la Visitation, par exemple, où justement, en créant vraiment des quais ou des points d'accès plus officiels, là, on concentre un peu le trafic vers des endroits où on peut être plus, où justement c'est fait pour ça, pour y aller. Puis après ça, on peut laisser tranquille d'autres zones de la berge. Donc, il faut essayer de trouver cet équilibre-là. Ce n'est pas un équilibre qui est facile parce que les gens ont leur habitude, puis il y a des endroits exceptionnels là, que théoriquement, on n'a pas le droit de créer nous-mêmes parce que la loi nous en empêche, mais il y a des endroits exceptionnels sur le bord de l'eau que je comprends pourquoi les gens visitent. Donc, il faut essayer de les garder, mais aussi de protéger les berges en même temps. Merci beaucoup. Donc, pour la prochaine question, ce serait celle de Clermont-Gignac. Bonjour. Première des choses, je voudrais féliciter le Conseil pour son initiative en regard de ce projet, un beau projet de société au niveau de Verdun. Le beau travail que vous avez fait, puis c'est M. Lefebvre, vous présentez ça de façon très claire. Je comprends que vous avez encore au moins 6 mois de travail, probablement, jusqu'à l'été prochain. Et pour probablement publier une version préliminaire finale, que je dirais. Mais je voudrais parler de l'implantation. C'est sûr, on dit que c'est sur 20 ans à peu près. Et
et nécessairement, vous allez, je ne sais pas, ma première question, est-ce que vous allez faire, une fois que votre version préliminaire finale, est-ce que c'est votre intention de faire ce qu'on appelle un rough order of magnitude, un ordre de grandeur de certaines activités pour dire que ça va coûter à peu près X centaines de millions, peu importe le chiffre, là, au moins un ordre de grandeur, parce que ça va être réparti sur 20 ans. Mais ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est sur la priorisation. Comment vous allez, d'abord, je trouve l'initiative de vous être facilité la tâche par un excellente initiative de faire un sondage. Je ne sais pas combien il y a de personnes qui ont répondu au sondage. Ça va être une couple de 100 probablement, mais c'est très instructif parce que c'est de définir les besoins avant de placer les pions puis de sortir des projets, parce que je pense que c'est très bien fait. Ça n'a pas l'air d'un paquet de bonbons mélangés. C'est très structurant, votre projet. On vous demanderait de conclure. J'ai fini de ma dernière question. La priorisation. Comment vous allez établir vos critères pour prioriser sur 20 ans la réalisation de ces X projets qui vont sortir de votre planification? Moi, je ne suis pas à l'arrondissement, mais je vais commencer juste par dire que ce projet-là va s'inscrire, c'est ce qu'on s'est dit en début de réunion, il va s'inscrire dans les projets qui sont supposés se faire déjà. Ce qu'on veut, c'est transformer la façon d'aménager les espaces verts, transformer la façon d'aménager les rues, mais dans le cadre des projets que vous avez déjà. Donc, ce n'est pas supposé de vous coûter plus cher, c'est supposé juste de transformer la façon de faire. Puis la priorisation va se faire par rapport aux projets qui sont prévus à faire. S'il y a une rue, on doit la rénover, ben, on va la rénover dans l'esprit de ce projet-là au départ. On ne va pas faire celle à côté, on va faire celle qui en a besoin en priorité. Je pense que ça, c'est la façon logique. Après ça, je peux laisser l'arrondissement voir comment vous voyez ça, là. Mais logiquement, on veut s'inscrire dans tout ce qu'il y a déjà là. Tu as bien répondu, Daniel, c'est exactement ça. On donne vraiment, là, avec ce plan-là, on donne les idées finalement là, qui vont dicter tout le reste de nos interventions, là, à la fois dans les parcs, mais aussi dans les rues. Parce qu'on le voit, ce n'est pas uniquement les zones vertes ou les zones à agrandir là, en parc. Là. Il y a aussi des interventions à faire dans les rues. Donc, c'est plus un guide finalement, il faut le voir comme ça, là, pour nos actions futures. Puis en termes de dollars, ben ça, on ne sera pas capable de l'estimer. C'est vraiment, on parle de principe, mais on ne parle pas tellement de total monétaire que ça va représenter. Là. Oui, il va y avoir du financement, les chercher peut-être en fonction du plan, là, mais on n'a pas d'évaluation à faire là, ou on n'en fera pas là, pour le moment. OK. Donc, Madame Mauger. Merci beaucoup. Oui, je sais, M. Gignac, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres réponses, il faudrait qu'on passe à la prochaine intervention comme le temps file. Donc, prochaine question, j'aurais M. François Dandurand. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Tout simplement pour dire que personnellement, c'est l'accès à la nature, la bande riveraine, le fleuve, ça a été pas mal la première raison pour laquelle j'ai emménagé à Verdun il y a presque 9 ans. Et j'habitais dans le plateau Mont-Royal où j'avais un accès très limité à la nature. La nature se limitait à des parcs, quelques friches ferroviaires et pas d'accès à l'eau. Ceci étant dit, la question que j'ai, je me promène beaucoup le long du petit sentier riverain du côté Montréal de Verdun, côté de l'île de Montréal. Et je suis quand même je reste un peu sur ma faim par rapport au fait qu'on marche dans cet endroit-là, dans une petite lisière qui se reboise graduellement.
Et juste à côté, il y a comme un grand espace gazonné. Que c'est généralement un espace gazonné, mais il y a eu des plantations qui ont été faites et c'est quand même assez joli à l'endroit où il y a eu des plantations. Il y a eu quelques zones où on laisse un peu la nature reprendre ses droits aussi, des plantes indigènes et tout ça, parfois quelques envahissantes. Et c'est sûr qu'entre de l'herbe tondue au pied des arbres sur 5 km de longueur et justement des endroits qui offrent beaucoup plus de diversité à l'œil, où on voit les renards gambader le soir. J'en ai croisé un il y a seulement 3 jours. Et c'est ça, ça fait rêver, ça donne envie qu'il y ait plus de plantations et qu'il y ait carrément des forêts, pas juste des mini-forêts, mais vraiment que certains parcs soient repensés en grands boisés. Donc, ma question, c'est est-ce que ça, est-ce que c'est quelque chose qui peut être pensé et non seulement des petites zones isolées, mais d'avoir vraiment un grand boisé qui peut se renforcer? On a des pôles de loisirs, on a des pôles de toutes sortes de choses à Verdun, mais qu'il y a aussi peut-être des pôles de biodiversité où il y a une plus grande densité là aussi. C'est un peu ça l'intention. On a montré les corridors, finalement, qui sont interconnectés. Là. Mais dans ces corridors-là, on ne veut pas avoir uniquement, là, comme vous dites, les arbres avec le gazon dans la base. Là. On veut créer là, justement un environnement qui va permettre à cette faune-là de se déplacer finalement dans le fameux corridor. Là. Puis oui, avec des mini-forêts, on débute des choses. Là. Puis mini-forêts, c'est mini-arbres, mais ils vont devenir grands. Là. Donc au départ, on les plante petits, mais le souhait, c'est qu'on en crée une forêt là, au final. Donc on veut vraiment là, assurer une connectivité. Puis c'est le début. Là. On a fait des prairies, là, par exemple, sur le bord du canal de l'Aqueduc, parce qu'on ne peut pas planter d'arbres. Mais c'est un début. Là. On a aussi des forêts qui vont être proposées là, pour la partie de la berge. Donc, c'est sûr qu'il faut équilibrer, là, parce qu'on a besoin que c'est un usage, là, où on a besoin en usage d'avoir une surface là, gazonnée pour les sports, les activités, les loisirs et autres. Mais c'est toutes les questions d'équilibre. Là. On va proposer justement d'avoir des espaces qui sont plus en forêt. Si tu me permets, Jean, je viendrais peut-être juste compléter, comme un peu M. Lefebvre a dit au début, il y a eu un énorme travail collectif là, au sein de l'arrondissement et il y a des fiches qui ont été faites, par exemple une fiche de ruelle, une fiche mobilité, etc. Mais il y en avait une qui était aussi sur les usages. Donc, les différentes personnes, parties prenantes de l'arrondissement ont été capables de regarder nos espaces puis de dire un petit peu, ben ici, il y a un site archéologique. Ici, il y a l'équipe de la culture qui l'utilise pour telle activité. Ici, il y a une prise d'activité citoyenne. Donc, c'est certain aussi, François, que quand on va essayer d'aller chercher, là, de maximiser notre hectare de verdissement, de biodiversité, on va avoir aussi cette connaissance-là du territoire qui nous permet aussi de mieux choisir l'implantation verdie selon aussi qu'est-ce qui se passe aux alentours. Donc, c'est également ça le legs qu'on fait, c'est un legs de connaissance du terrain où, tu sais, cette zone-là doit être gardée pour un potentiel dans le futur. Donc, c'est aussi ça la réflexion qui a été faite sur notre territoire pour en effet pas faire en sorte qu'on plante des arbres pour une mini-forêt qui serait peut-être dans 15 ans dans le chemin de quelque chose. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est donné le temps de bien réfléchir le territoire. Merci. Merci. Donc, on va prendre les deux dernières questions et après ça, on va conclure cette soirée. Donc, j'ai Francis. Oui, merci beaucoup. En fait, moi, ça va être assez rapide. Monsieur Binette, on ne se connaît pas, mais je vous apprécie beaucoup par vos commentaires pour le parc de la Visitation, qui est un grand parc d'ailleurs. Puis c'est la dernière fois que j'ai vu en chair et en os Monsieur Cardin, c'était en septembre passé, et c'était dans ce parc-là. Puis, il est vraiment beau, hein, Monsieur Cardin, ce parc-là, parce qu'ils ont de l'argent. Puis, je voulais rebondir peut-être sur François, là. Effectivement, à Verdun, on est vraiment choyé. En fait, c'est toute la partie en bas. Elle devrait ressembler au parc de la Visitation, boisé, pas trop d'accès aux yeux à l'eau.
parce qu'on a déjà un accès qui est la plage, mais qui devrait être totalement reboisé, quoi. Si on veut vraiment protéger nos berges, ben je pense que ça en est une voie, puis ça n'a pas été nécessairement nommé aujourd'hui, là. Fait que je reviens là-dessus. Puis, ma question, en fait, c'était par rapport à ce que Mme Madeleine Bachand amenait. J'ai peut-être mal entendu la réponse. Mais c'était qu'est-ce qu'on allait faire pour que cette trame-là puisse, nous, citoyens, citoyennes, puissions contourner nos marches là, ou que ça soit plus agréable vers les rues commerciales. Je sais pas si tu sais, on est parti sur la fragmite, là, mais j'ai peut-être manqué un bout aussi là, de la réponse, là, mais voilà. Fait que c'est ma dernière intervention. Sinon, ben lâchez pas. Moi, j'habite à Verdun, puis je veux y habiter longtemps. Fait que une des raisons, c'est parce que on a accès à la plage, puis aux berges aussi. Fait que voilà, merci. Moi, je dirais juste que comme planificateur, à terme, on veut que toutes les rues soient agréables à marcher. C'est ça l'objectif. Si on parle de verdissement des rues, gestion des eaux pluviales, mais ça passe par la plantation des arbres. Comme on a dit, ce projet-là s'inscrit dans les projets que l'arrondissement a prévu faire dans les prochaines années. Fait qu'on va commencer en priorité par les plus faciles, les plus évidents, puis un jour, ça va couvrir l'ensemble de l'arrondissement. On espère. C'est pour ça qu'on se donne un objectif de 10 à 20 ans, parce qu'il y a peut-être des secteurs que ça va prendre plus de temps que d'autres. C'est le grand objectif de ce type de projet-là, de ce type de verdissement-là. Puis, on est comme au début de quelque chose où il faut essayer des projets, il faut les proposer. Puis souvent, dans ce type de trame-là, on sait où elle veut passer, mais la forme qu'elle va prendre, elle va peut-être dans 10 ans, ça va peut-être être complètement, les gens vont avoir une vision beaucoup plus verte qu'ils ont en ce moment, puis peut-être ça va être facile de changer de rue, alors que c'est peut-être plus difficile aujourd'hui. Fait que toute cette évolution-là se fait, là. Moi, ça fait 35 ans que je fais de l'aménagement, puis aujourd'hui, on me demande de faire des développements avec pas de clôture, des moutons qui mangent le gazon plutôt que des tondeuses. Ça n'existait pas ça avant. Là. Les gens ne voulaient pas ça, mais aujourd'hui, ils sont prêts à payer plus cher pour habiter dans un développement qui est plus naturel et qui est plus proche de la nature. Je trouve ça extraordinaire. Fait que si on peut participer à ça puis créer cette petite étincelle-là au début qui fait que les gens trouvent ça intéressant, il faut réussir nos premiers projets, par exemple. Il faut réussir à les rendre suffisamment intéressants pour que ça fasse que ce changement-là dans la mentalité évolue. Puis après ça, c'est juste une question d'années. À chaque année, vous allez refaire des rues puis des espaces. Là. Personne ne va être laissé de côté dans un projet comme ça. Je peux peut-être ajouter qu'on construit tout en mettant plus de verdure. Là. Il n'y a pas une construction qu'on fait, là, que ce soit une rue, un parc ou autre, là, où on n'ajoute pas un espace vert. C'est dans, dans notre génétique maintenant. Là. On est rendu là. Donc, des fois, on va le faire là, avec un petit espace au sol en mettant un arbre. C'est un gros espace là, aérien, mais un petit espace au sol, mais on va tout le temps ajouter quelque chose là, en verdure. Une CI ou autre. Ce qui est proposé dans le plan, justement, on a vu quelques sketchs, c'est qu'il y a des endroits où on a par exemple des rues à double sens, bien, on va éliminer un sens de circulation sans enlever le stationnement. Mais on va être capable quand même d'avoir une fonctionnalité en termes de circulation, mais en introduisant là, des arbres ou un espace vert. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Merci. Pour la dernière question, on avait Rachel. Rachel, on ne vous entend pas. Sinon, je vois qu'on a on va passer finalement avec les questions du chat. On peut voir la question de Rachel qui est: pouvez-vous commenter comment vous avez travaillé la qualité de la végétation, diversité fonctionnelle ou indice de biodiversité?
Écoutez, moi, je suis pas assez connaissant pour vous dire comment on va le faire, là, mais on va s'associer avec les gens qui vont pouvoir nous répondre là-dessus. Mais oui, on veut, au global, là, améliorer la biodiversité, c'est-à-dire créer les habitats pour avoir une diversité de plantes, d'espèces animales aussi, là. On lutte beaucoup là, à l'île des Sœurs sur à certains endroits pour enlever justement des espèces qui sont espèces fauniques, surtout, pas fauniques, mais excusez-moi, des espèces floristiques, comme le robinier foie-acacia qu'on élimine en rive, là. Il y a beaucoup d'éléments où on vient travailler pour créer justement l'habitat, pour favoriser la biodiversité. Moi, j'ai tout le temps comme idée qu'il faut créer l'habitat, puis on va avoir la bébête qui va suivre, là, l'animal qui va avoir besoin de cet habitat-là. Donc, on a des milieux exceptionnels là, un peu partout sur notre territoire. On a des plans d'eau internes qui sont assez rares sur l'île de Montréal, là. Moi, je suis tout le temps surpris de voir la liste des espèces là, qui fréquentent nos plans d'eau puis nos espaces verts dans Verdun. Permettez, peut-être je compléterai, on a mis en place en 2016 à l'arrondissement les zones naturalisées, puis il y a eu à plusieurs reprises une caractérisation par la Maison de l'Environnement, qui est notre écoquartier, puis on a vu au fil des ans une augmentation de la flore, notamment, on voit vraiment l'effet de nos prés. On est rendu maintenant à Verdun avec plus de 180 000 mètres carrés de zones naturalisées. Et aussi, dans le cadre du plan de foresterie urbaine qu'on avait adopté en 2014, ça fait déjà longtemps de ça, mais ça nous avait permis, grâce à l'inventaire arboricole des arbres publics, de voir qu'on avait certaines concentrations aussi d'arbres. Notamment, on l'a vu pour le frêne là, qui nous a frappé de plein fouet. On a vu qu'à l'île des Sœurs, on avait dans des zones plus de 20 de frêne. Donc, quand on n'est pas capable de les sauver, on perd la canopée. Alors ça aussi, depuis ce temps-là, on a changé les pratiques à l'arrondissement dans nos plantations. On s'assure aussi de toujours avoir suffisamment de diversité pour que si un arbre ou un arbuste est touché par une maladie, l'espace va quand même rester vert et on ne va pas tout perdre. Comme on a vu il y a quelques années, les belles rues plantées d'ormes. Et quand il y a eu la maladie de l'orme, ben, on a tout perdu. Donc, on était encore jusqu'à une dizaine d'années parfois dans cette perspective-là. Mais ça aussi, on le regarde, mais on n'a pas nécessairement comme tel un indice de biodiversité. Mais la Ville de Montréal, pour ce qui est des pollinisateurs, par exemple, fait une veille là, avec Espace pour la vie. Donc, à plus haut niveau, il y a ce travail-là, là où il y a plus aussi de moyens qu'un petit arrondissement comme Verdun. Mais on est capable de voir sur la flore l'augmentation de la biodiversité dans les zones naturalisées. Merci beaucoup. Donc, c'était tout pour la période de questions-réponses. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation. Donc, c'était notre dernier intervenant. Si vous avez d'autres questions ou commentaires, il est possible de remplir un formulaire qui sera déposé en ligne dans les prochains jours. Je passe maintenant la parole à la conseillère, Mme Céline Audrey-Beauregard, pour la conclusion de cette soirée. Merci, Guillaume. Donc, je vais commencer avec quelques merci. Donc, on a entamé la présentation en remerciant bien évidemment nos équipes. Je vous remercie également là, plus d'une soixantaine de personnes. Puis en amont, ceux qui vont écouter cette vidéo à la maison ou autre lieu, je vous remercie de prendre le temps. Puis par équipe dédiée, c'est ça, je viens vraiment rappeler, bon, il y a plusieurs personnes qui sont connectées ce soir, mais il y a eu vraiment une participation très large là, des différentes équipes. Là, donc, c'est vraiment significatif comme travail de fond, je dois vous l'avouer. Merci à l'équipe de Rousseau-Lefebvre aussi pour son accompagnement, la qualité de son travail. Puis aussi, cette vision-là, un peu de l'externe, c'est bien d'avoir des gens qui sont un peu moins proches de notre réalité des fois pour nous challenger puis nous amener à voir différemment les choses. Et j'aimerais préciser et remercier en même temps d'autres personnes qui ont contribué parce que tout ce cheminement-là s'est fait avec des rencontres de comités aviseurs. Donc, on était allé chercher également d'autres expertises. On avait une citoyenne, donc Catherine Sinclair, qui a siégé sur ce comité-là. Donc, je tiens à la remercier, ainsi qu'une membre du service des Grands Parcs de Montréal, là, Camille Ménard. Et il y a eu d'autres personnes comme un citoyen, Daniel Mercier, qui est venu parler aussi des différentes espèces d'oiseaux sur notre territoire. Donc, il y a beaucoup de merci à faire, puis il va y en avoir d'autres, parce que je tiens à dire que
ce qu'on vous a présenté, c'est un contrat social, naturel, pour nous, pour la nature, pour la faune. Comme disait là, Victor Hugo, donc la nature, c'est beau, c'est jeune, c'est résilient, elle est généreuse, puis c'est le secret du bonheur. Mais on sait très bien que les changements qu'on va faire dans les 5, 10, 15, 20, 25 ans à venir pour respecter ce contrat-là va amener aussi de l'insatisfaction puis peut-être certaines frustrations. Donc, je vous remercie d'avance d'être des ambassadeurs puis des personnes qui vont nous appuyer dans ces choix courageux-là qu'on va faire pour notre santé physique, mentale, pour la santé de la nature, mais aussi pour gérer puis faire face là, à tout ce qui est les aléas climatiques puis la transition socio-écologique. Donc, je tiens déjà à prendre de l'avance sur ce remerciement-là dans le temps parce que c'est ça, par cette trame, ce plan directeur-là de la trame verte et bleue, c'est un engagement à préserver, mais aussi à multiplier la nature pour lui redonner là, son droit. Donc voilà, donc je vous invite à être nombreux d'ailleurs à partager là, la période là, de commentaires jusqu'au 9 février pour qu'on puisse aussi aller chercher peut-être les perspectives qui ne se sont pas fait entendre ce soir. Et on repart là, avec des pistes de réflexion quand même assez intéressantes, autant pour les berges, l'accès à l'eau. Là, on nous a posé la question par rapport à la biodiversité. Donc, vous avez nommé différents éléments qui vont nous aider à peaufiner notre réflexion, là, puis avoir le moins d'angles morts possible. Donc, c'est ça l'idéal. Puis c'est comme ça qu'on veut agir à titre de représentant de cette belle communauté-là. Et oui, il reste du travail à faire. Donc, juste pour vous dire, là, il y avait un monsieur au tout début là, qui mentionnait là, par rapport à la participation en général, c'était à ce point-ci du 75% du travail qu'on avait cette consultation information. La prochaine façon là, de contribuer à la finalisation, c'est vraiment via les commentaires parce que par la suite, toutes nos équipes vont prendre les prochaines semaines là, pour finaliser le tout qui vous sera présenté là, dans les prochains mois. Donc, c'était le moment. Puis, on reste quand même disponible là, pour avoir quelques communications, échanges. Puis, j'ai pris en note là, les différentes personnes qui ont intervenu. J'étais vraiment en mode écoute, là, mais ça me fera plaisir d'amener certaines réponses individuelles à certains d'entre vous là, dans les prochains jours. Mais encore une fois, merci énormément de votre soutien ce soir et à venir. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Merci à toutes et tous de votre présence ce soir. Je vous rappelle que l'enregistrement et la présentation seront mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'arrondissement. Donc, la présentation sera déposée sur le site Internet également. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.